La ville s'est réveillée au son des cloches et du bruit du fer contre la pierre. L'air sentait l'ozone, la chaux humide et l'huile renversée. Les gens couraient vers les remparts, certains vêtus de vestes en cuir, d'autres de chemises en lin. Des copeaux tombaient de la porte, car quelqu'un venait de régler les gonds à la hâte. Au pied du fossé, on voyait bouger des lances et les couleurs du duché voisin. Le nom de Jeanne était répété à voix basse, comme un nom d'espoir, même s'il restait encore du temps avant l'assaut. Bonjour à tous, je suis heureux que vous soyez là. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires. Cela m'intéresse vraiment. Et je vous souhaite une bonne écoute. À Beauvais, au début de l'été, la vie suivait son cours habituel. Le marché était animé, les artisans discutaient du prix du cuir et du grain, les cloches de l'église sonnaient les heures. Jeanne Hachet portait de l'eau et des sacs, marchandait du sel, récupérait des toiles à la teinturerie. Ses mains étaient habituées au poids, son dos à la fatigue constante. Elle connaissait tous ceux qui passaient sous l'arche de la porte. Les porteurs, les garçons qui volaient des pommes, les marchands qui aimaient rappeler leurs factures. Elle souriait poliment aux gardes qui se disputaient à propos du travail ou inspectaient minutieusement les charrettes. Elle regardait les gonds de la porte et secouait la tête, car le fer était vieux et l'huile périmée. Dans la cour de la teinturerie, près des bassins, se tenait un garçon issu d'une famille de tanneurs. On l'appelait le fils du ruisseau sombre, car il courait souvent dans les fossés. Il dessinait avec un bâton sur le sable humide un schéma des rues et des canalisations. Personne ne lui demandait à quoi servaient ces lignes, mais parfois, sans lever les yeux, il disait que l'eau pouvait servir de bouclier si on la dirigeait dans la bonne direction. Les adultes grognaient et continuaient leur chemin. Jeanne lui avait un jour donné du pain sec et il l'avait remercié. Le garçon avait dit qu'il avait une idée concernant la chaux et les tonneaux. Dans le temple, près du mur nord, le supérieur, un homme sévère, comptait les pièces et relisait les registres. Il n'aimait pas les mots « générosité » et les conversations joyeuses de la foire. Jeanne acheta une fine bougie à l'oscribe de l'église et remarqua que le supérieur fermait le lourd coffret comme s'il craignait le bruit qu'il ferait. À l'écart, un voyageur vêtu d'un manteau gris passa rapidement, son visage n'apparaissant que lorsqu'il se penchait sur ses livres. Il acheta un psautier bon marché, mais paya avec une pièce de monnaie plus précieuse que nécessaire. Le commerçant dit que l'inconnu avait une main de chevalier, même si ses vêtements étaient simples. Tôt le matin, un marchand de farine arriva à la porte. Il interrogea le garde sur les charnières et les serrures, comme s'il envisageait des réparations. Il dit que la farine était fine comme de la poussière et qu'il fallait la tenir éloignée du feu. Le garde en chef lui sourit et lui indiqua l'entrepôt d'un signe de tête. Jeanne remarqua que le marchand avait laissé une petite marque au couteau sur le poteau de la porte. La marque ressemblait à une griffe. Elle passa son doigt sur l'entaille et sentit les irrégularités. À côté, au soleil, brillait la bague d'un des anciens de la ville.
sur la bague. Il y avait un loup. Jeanne pensa que la marque sur le poteau et l'animal sur la bague avaient de la même forme d'oreille. Mais elle ne dit rien. Une mendiante était assise près de la porte ouest. On l'appelait le panier vide. Son panier était en effet presque toujours vide. Elle ramassait des clous cassés et des morceaux de clés. Les habitants de la ville l'évitaient. Ils pensaient qu'elle portait malheur. Lorsque les enfants lui jetaient des croûtes de pain, elle les ramassait en silence. Jeanne lui laissait parfois un morceau de l'or, et la femme la remerciait doucement. Un jour, la mendiante tendit à Jeanne un trousseau de vieilles clés et lui dit que ces morceaux de fer ouvraient parfois ce qui ne devait pas être ouvert. Jeanne sourit sans joie et rendit les clés, disant qu'elles ne lui servaient à rien. Le même jour, un messager arriva. Il annonça aux anciens que la troupe du duc se dirigeait vers la ville. Le messager était fatigué, ses mains tremblaient. Le supérieur l'écouta, hocha la tête et ordonna de renforcer les postes de garde. Les anciens prirent un air important et dirent que les portes étaient solides. Jeanne entendit cela de loin et rentra chez elle, comptant ses pas avec sa précision habituelle. À la maison, elle vit sur le seuil une toile qui avait été apportée de la teinturerie. La toile était épaisse, de la couleur du chêne vert. Elle portait une ancienne couture en forme de crochet. Jeanne se souvint que, lorsqu'elle était enfant, son père confectionnait des drapeaux. À l'époque, il se disputait avec le maître artisan au sujet du loup sur l'anneau. Le maître artisan disait qu'il n'aimait pas les fils grossiers, mais son père répondait que les fils grossiers tenaient mieux. Plus tard, son père partit à la guerre et ne revint jamais. Elle cousait des petits sacs, raccommodait des mitaines et écoutait la ville. Le soir, lorsque la cloche sonna l'heure tardive, l'homme au manteau gris s'approcha de la maison. Il demanda de l'eau et du pain. Il dit qu'il ne passerait pas la nuit là, mais qu'il voulait se réchauffer un peu près du foyer. Il parlait lentement, sans fierté. Jeanne remarqua sur sa main une fine cicatrice blanche laissée par une ceinture. Une telle marque est celle de ceux qui ont appris à tenir les rênes et le bouclier. Il demanda le nom de la femme qui apportait de l'eau 2 fois par semaine au mur nord. Jeanne répondit que c'était elle. L'inconnu hocha la tête et dit que le mur nord allait bientôt être bruyant et qu'il ne fallait pas garder l'eau loin de la porte. Le matin, le marchand de farine revint. Il avait apporté plus de sacs que la veille. Il répétait que la farine était fine et dangereuse. Pour une raison quelconque, ces rumeurs sur le danger n'effrayaient pas les gardes, mais ne faisaient qu'alimenter les conversations. Jeanne se tenait à l'écart et regardait les sacs disparaître dans l'entrepôt près de la porte. Son regard s'attarda sur la nouvelle serrure qui avait été installée pendant la nuit. La serrure était neuve, mais avait été montée à la hâte. La mendiante, près de la porte ouest, tournait entre ses mains un morceau de clé et regardait le ciel. Le garçon des tanneurs dessinait à nouveau des lignes près du fossé et expliquait aux petits comment évacuer l'eau lorsqu'elle charriait des déchets et de l'herbe. Il riait, mais observait.
vers le soir, la nouvelle arriva que les bannières ennemies avaient été aperçues au loin. Les citadins commencèrent à cacher leurs biens et à fermer leurs boutiques. Les anciens se réunirent dans la salle communale. Le doyen traversa la place, portant un petit coffret contenant des documents. Il était tendu et regardait au-delà des gens. Jeanne remarqua qu'un des anciens, vêtu d'une courte cape de fourrure, comptait l'or avec une telle dextérité qu'on aurait dit qu'il avait passé toute sa vie sur les routes. Sa bague, ornée d'un loup, brilla près de la manche d'un homme vêtu d'un manteau gris. La main de l'homme au manteau trembla légèrement, comme s'il avait reconnu le symbole. La nuit, la pluie commença à tomber. L'eau coulait sur la pierre et s'écoulait dans les fossés. Le jeune garçon des tanneurs s'appuya contre les tonneaux de chaux et vérifia les couvercles. Il murmura que la chaux adhérait mieux à la pluie et pouvait aider. Personne ne l'arrêta. Des torches furent allumées à la porte. Des gens munis de seaux se rendirent dans l'entrepôt où était stockée la farine. Ils savaient que la farine séchée près du feu était une mauvaise idée. Le marchand de farine avait disparu. Le garde principal, qui souriait le matin, jurait maintenant. Il dit qu'il aurait mieux valu stocker autant de sacs au monastère. Mais il était trop tard. À l'aube, les premières troupes ennemies apparurent. Elles avançaient à un rythme régulier. Des vêtements gris, des insignes colorés. Sur l'un des étendards, il y avait un loup. Le loup tendait le cou vers le ciel, la gueule ouverte. Jeanne regarda la bague du chef et à nouveau l'étendard. Ses doigts se crispèrent. Les heures d'attente commencèrent. L'ennemi se mettait en place, tandis que la ville achevait la construction des barricades. Les gens transportaient des tonneaux et plaçaient des charrettes en travers des rues. Une mendiante rampait le long du mur et ramassait des écheveaux de corde. Elle effrayait les gens par son apparence, mais les cordes étaient nécessaires. Jeanne transportait de l'eau, courant entre la maison et la porte. Elle comptait les pas jusqu'à l'entrepôt de farine et écoutait le bruissement de la poussière fine sous le toit. Son nez la piquait. Elle se dit que c'était mauvais signe. Vers midi, l'ennemi s'était rapproché et avait commencé à agiter son drapeau devant les murs, dans un geste de provocation. Sur le mur, les gens chuchotaient. Les anciens se dandinaient et se regardaient les uns les autres. L'un d'eux, avec un loup au doigt, disait que la porte tenait bon, que la serrure était neuve. Il semblait sûr de lui, même si ses yeux allaient et venaient. Le supérieur se leva à côté de lui et dit qu'il était important de préserver le temple et qu'il ne fallait pas gaspiller d'argent dans des sorties inutiles. Sa voix était douce, mais on pouvait entendre une tension sous-jacente. À ce moment-là, un petit événement étrange se produisit dans la ville. Le sac de sel acheté la veille chez Jeanne ne contenait pas de sel. À l'intérieur se trouvaient des liasses de parchemins et des sceaux imprimés. Les parchemins portaient un sceau avec un loup. Jeanne s'assit brusquement sur le sol. Elle se souvint de la marque sur le poteau, de la bague du chef, de l'étendard. Elle fit le lien.
L'un des siens était en contact avec l'étendard. Les parchemins étaient des lettres. Les lettres parlaient des clés des portes, des abords du marché, d'un point faible dans le mur nord, où le mortier entre les pierres s'effritait. Jeanne ne lisait pas vite, mais elle comprenait le sens. Elle replia les parchemins et regarda le coin sombre où gisaient des chiffons inutiles. Il y avait là une vieille toile de chêne vert, avec une couture en forme de crochet. Elle s'en saisit et la tint dans ses mains comme le symbole de sa maison, même s'il ne s'agissait que d'un tissu épais. Lorsque l'heure sonna, l'ennemi se mit en mouvement, compact, avec des échelles et des crochets. Les gardes sur les murs crièrent, mais leurs cris furent couverts par le bruit des tambours. Et là, l'air à l'intérieur de l'entrepôt, près de la porte, s'enflamma. La poussière s'éleva en tourbillonnant. Le feu s'en empara et la frappa de sa langue. Les gens ont reculé. Les planches ont vibré. Les sacs se sont déchirés, répandant de la poussière. La cloche d'alarme a sonné. La panique a commencé. Quelqu'un a dit que c'était un incendie accidentel. Quelqu'un a dit que c'était un signe. Jeanne s'est précipitée dans la rue et a vu la fumée s'échapper de l'entrepôt et se diriger vers la porte. Elle s'est souvenue des paroles du marchand à propos de la poussière et du feu. Il ne l'avait pas mise en garde, il avait laissé entendre ce qui allait se passer. La situation des portes empirait. Le fer s'était échauffé, les fixations s'étaient affaiblies. À ce moment-là, un homme, vêtu d'un manteau gris, sortit de l'ombre et dit que les portes ne tiendraient pas longtemps si la distraction continuait. Sa voix restait calme, mais il regardait l'étendard avec le loup comme regardent les gens qui voient une vieille blessure. La ville trembla de peur, mais la peur se transforma en un nœud serré lorsque, sur le mur, au-dessus de la porte, apparut une silhouette vêtue d'une robe simple. Jeanne grimpa là où le passage était étroit et s'agrippa au bord. En bas, le drapeau ennemi tressaillit sur ses crochets. Comme dans son enfance, lorsque son père lui avait appris à tenir un fil solide, elle attrapa le mât, brisa le verrou de fixation et tira la toile vers elle. Le tissu grinça. Il y avait là une vieille couture en forme de crochet qui avait résisté à la première traction. Elle savait comment s'y prendre. Sa jambe se coinça dans la fente. Ses doigts se déchirèrent. Mais le drapeau capitula. Elle le repoussa en arrière et la toile heurta la pierre. Le silence se fit un instant. Cela suffit pour que les gens sur le mur se serrent les uns contre les autres. En bas se tenait un homme avec un étendard sur un deuxième mât. Il leva la tête. Son visage était lisse, comme celui de quelqu'un qui avait suivi une formation au palais. Sur sa joue gauche, il y avait une vieille cicatrice fine. Jeanne avait vu une marque similaire chez l'homme au manteau gris, mais là, la cicatrice était sur la main. Elle n'avait pas encore compris cette similitude, mais elle l'avait remarquée. Les gens sur le mur s'animèrent. Le tambour étranger se mit à battre la mesure.
Les citadins s'emparèrent de pierres et de rondins et commencèrent à jeter tout ce qui pouvait retenir les échelles. Les anciens étaient déconcertés. Le doyen pâlit et serra contre sa poitrine la boîte contenant les documents. C'est alors que le passage latéral vers le mur nord se mit à bourdonner. Là où, comme le disaient les lettres, le mortier était faible, les adversaires s'y précipitèrent avec leurs crochets. Mais des enfants et des femmes qui tiraient l'eau jusqu'alors sortirent en courant de la porte cochère. Un garçonnet des tanneurs courait en tête. Il tenait dans ses mains le couvercle d'un tonneau qu'il utilisait comme bouclier. Il criait comme criant les gens qui savent que leur plan va maintenant être décidé. Il fit signe et des jets de beige jaillirent du bassin. Ce n'était pas de l'eau. C'était de la chaux diluée jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Elle brûlait les yeux. L'ennemi ralentit. Les gens tremblaient sur les marches glissantes. Les gens de la rangée des tanneurs ont traîné les tonneaux aussi vite que s'ils n'avaient fait que ça toute leur vie. Le gamin criait qu'il fallait encore verser dans les fossés pour que la boue devienne une bouillie collante. On l'écoutait. Aucun de ceux qui, la veille encore, se moquaient de ces lignes tracées dans le sable, ne contesta. Louis, un garçon sans statut, menait la danse. Un brouhaha s'éleva du mur ouest. Là où la mendiante était assise, on découvrit une petite porte. On la croyait fermée depuis longtemps. Mais le vent apporta un grincement. La mendiante, serrant son panier vide, se précipita vers la porte. Les gens lui ont crié dessus, lui ont ordonné de partir. Elle n'est pas partie. Elle a sorti de son panier un tas de débris et a trouvé le morceau qui correspondait à l'ancienne serrure. Elle a tourné le morceau de fer et le loquet, qui semblait récalcitrant, a bougé. La porte se coinça à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle se ferma plus solidement. Elle savait comment se fermaient les vieilles portes. Elle murmura que l'essentiel était de ne pas se précipiter, que le fer aimait les mains patientes. Les gens se regardèrent et cessèrent de la chasser. Ils tirèrent la poutre et bloquèrent la porte. Quelqu'un frappa derrière le mur, mais la mendiante s'assit simplement sur une pierre et ferma les yeux un instant, comme pour se reposer après un long voyage. À ce moment-là, elle cessa d'être un panier vide. À ce moment-là, elle devint un verrou qui tient. Dans la maison des réunions, les anciens se disputaient. L'un d'eux, avec un loup au doigt, disait qu'il fallait ouvrir les portes et négocier. Il parlait de la perte de céréales et de la famine qui risquait de s'ensuivre. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'impatience. L'homme au manteau gris ne se cachait plus dans l'ombre. Il entra et dit qu'il avait vu des parchemins portant le sceau du loup chez Jeanne. Il dit qu'il connaissait ce signe depuis sa jeunesse. Il a dit qu'il avait autrefois servi dans la même maison qui se trouvait maintenant sous les remparts, mais qu'il était parti parce qu'il avait vu ceux qui portaient le loup dans leurs bras vendre des gens avec du pain. Ces mots ont tranché l'air comme un couteau.
Jeanne entra à son tour. Elle posa sur la table un sac de sel qui s'avéra être des liasses de papier. Les gens poussèrent des cris de surprise. Le doyen au loup pâlit. Il se mit à dire que c'était un faux, une substitution astucieuse. Le supérieur regarda autour de lui et dit qu'il fallait conserver les preuves. Il sortit et revint un instant plus tard sans la boîte. Cela semblait étrange. Jeanne mit les parchemins de côté et dit que quelqu'un voulait ouvrir le mur nord de l'intérieur, qu'il fallait l'en empêcher, qu'il fallait plus de gens et de chaux. Le garçon y avait déjà conduit les siens, mais il n'avait pas assez de force. À ce moment-là, 3 soldats armés de torches enflammées se faufilèrent sous la porte. Ils voulaient entretenir le feu dans l'entrepôt. Ils furent d'abord attaqués par des gamins armés de seaux, puis par des forgerons. Le forgeron, qui plaisantait toujours grossièrement, frappait comme il marque le fer. Les soldats battirent en retraite. Le feu dans l'entrepôt commença à s'éteindre, car la pluie s'intensifia et le vent changea de direction. Mais le loquet intérieur de la porte s'était déjà affaibli. Jeanne se tenait au-dessus de la porte. Elle entendait le craquement du bois et savait qu'il fallait maintenir les hommes unis dans leur action. Elle leva le drapeau ennemi qu'elle avait pris, non pas comme un signe de puissance étrangère, mais comme une lourde toile pouvant servir d'écran. Elle le brandit, et les hommes derrière elle comprirent ce qu'il fallait faire. Utiliser la toile pour couvrir la fumée afin qu'elle s'échappe vers le haut et non vers leurs yeux. Ils tournèrent de la toile, et la fumée s'échappa, là où ils le voulaient. En bas, la plateforme où il fallait lancer les pierres était plus visible. Le chêne tissé dense faisait ce dont les gens avaient besoin quand ils avaient peu de temps. Le soir venu, tout s'est effondré. L'ennemi ne s'attendait pas à trouver de la boue collante près du mur nord et la porte ouest fermée de l'intérieur. Il a concentré ses forces sur la brèche principale, près de la porte. Mais les habitants n'étaient pas les seuls à attendre là. Soudain, les portes de la sacristie se sont ouvertes près du temple. Le prêtre, qui avait tenu toute la journée le coffret, n'en sortit pas des papiers. Il en sortit des sacs remplis de pièces de monnaie et d'argent, accumulés pendant les longs hivers. Il déclara que l'Église n'était pas seulement responsable de la ville. Par ses paroles, il ordonna de distribuer l'argent à ceux qui se tenaient sur les remparts, non pas demain, mais maintenant, en main propre, avec du pain. Les gens ont poussé des cris de surprise. C'était un revirement inattendu. Celui que l'on considérait comme un gardien froid du trésor s'est avéré être celui qui a pris la décision décisive. Il a dit qu'il y avait des choses plus précieuses que l'argent. Ces mots n'étaient pas beaux. Ils étaient simples. Il a ordonné d'ouvrir les greniers à céréales pour les femmes et les enfants de ceux qui se trouvaient sur les remparts, afin que les maisons restent pleines. Cela a dissipé la peur principale. À la tombée de la nuit, le camp ennemi s'est animé et une troupe armée de torches et de longues échelles s'est approchée des murs. En tête marchait un homme avec une cicatrice sur la joue. Il tenait le 2e étendard.
Il regardait les murs, les portes, la fumée et la boue comme un chasseur regarde un sentier forestier. Il leva la main et le détachement s'arrêta. À ce moment-là, un homme vêtu d'un manteau gris apparut près de Jeanne. Il dit qu'il connaissait cet ennemi depuis l'école militaire. Il dit qu'ils avaient suivi les mêmes cours, reçu les mêmes coups de ceinture pour leurs erreurs. Il dit que dans cette maison, on leur avait enseigné les mêmes techniques, mais de manière différente. Il dit que celui-ci était le fils du régent princier et que lui-même était un neveu illégitime qui avait été renié lorsqu'il s'était rangé du côté du peuple. C'était le lien de cette vieille blessure. C'était une parenté cachée à travers la maison, ou la ceinture sur la main et la marque sur la bague. Jeanne écoutait, et tout s'accordait. La bague du chef, l'étendard avec le loup, les lettres avec le sceau, le manteau avec la cicatrice. Elle comprit que le chef était le messager de cette maison, de celle qui se trouvait dans le champ. Elle comprit qu'ils avaient voulu ouvrir la porte, qu'ils n'avaient pas incendié le grenier à farine par hasard. Elle comprit que l'homme en gris avait désormais quelque chose à dire à tous ceux qui doutaient. Lorsque la dernière attaque commença, le garçon des tanneurs plaça les hommes de manière à ce que les seaux ne soient pas acheminés vers l'entrepôt, qui était déjà en train de s'éteindre, mais vers le fossé. Il fit couler l'eau là où la terre retenait les échelles. Des trous se formèrent. Les échelles commencèrent à s'enfoncer, comme dans de la pâte. Les guerriers perdaient pied. La ville réussissait à tenir bon. À ce moment-là, dans la salle de réunion, le chef, avec un loup au doigt, essayait de s'enfuir. Il se faufilait par la porte arrière quand une mendiante l'arrêta. Elle lui dit qu'elle avait la clé et que seuls ceux qui avaient un loup au doigt pouvaient utiliser cette porte. Il lui répondit qu'elle ne comprenait pas qu'il sauvait la ville. Il dit qu'il avait des lettres qui pouvaient apporter la paix grâce à la reddition. Il parlait vite, de manière confuse. La mendiante resta silencieuse et garda la clé. Les gens s'approchèrent et virent les parchemins chez Jeanne, virent le même loup. Le chef a été arrêté. Il a pleuré, non pas de douleur, mais parce que son plan s'était effondré. Il n'a pas été tué. Il a été enfermé dans un cellier sombre, près de la maison de réunion, où l'on gardait habituellement le sel. Jeanne l'y a enfermé parce qu'elle voulait agir de manière juste, et non dans un élan de colère. À l'aube du lendemain, lorsque les cloches sonnèrent d'une manière plus claire que l'alarme, la ville vit que l'ennemi levait le camp. Les tentatives avaient échoué. Des taches de chaux blanchissaient le mur nord, une traverse gisait près de la porte ouest, et le drapeau retiré était suspendu à la porte, non plus comme un trophée de la fierté, mais comme un tissu qui avait aidé à évacuer la fumée. Les gens regardaient de Jeanne. Quelqu'un a dit que ce jour resterait dans les mémoires et que le nom de cette femme serait prononcé. Elle n'a pas répondu. Elle tenait ses mains dans l'eau, lavant le sang et la chaux. Un homme vêtu d'un manteau gris s'approcha et dit qu'on pouvait désormais prononcer son nom. Il raconta qu'il avait autrefois été élevé dans cette maison avec le loup, qu'on lui avait donné une ceinture et un casque.
puis qu'on l'avait chassé lorsqu'il avait refusé de mener un raid contre une petite ville. Il dit qu'il était parti rejoindre les mercenaires, mais qu'il n'avait emporté avec lui que son port altier et son savoir-lire. Il dit qu'il était également redevable à cette ville, car c'est ici, dans la boutique du scribe, qu'il avait trouvé du travail et un toit à son arrivée. Il dit qu'il voyait en Jeanne la même franchise que son père, qui coupait des bannières et se disputait pour un fil. Il dit que la cicatrice sur la joue du conducteur ennemi était une trace de cette même maison. C'était le nœud final qui reliait toutes les lignes. Le supérieur ouvrit à nouveau le sacristie. Il dit qu'il n'y avait pas une seule pièce dans l'église qui ne puisse être donnée à la ville en danger. Il conduisit les gens sur la place et leur raconta qu'il avait vu le chef de clan en longue conversation avec un marchand étranger, qu'il avait eu des doutes, mais qu'il avait décidé de se taire, car il n'avait pas de preuves directes. Maintenant, la preuve était sur la table. Il a dit qu'il chercherait en lui-même la fierté qui l'avait empêché de voir. Les gens ne l'ont pas condamné. Ils se souvenaient des sacs d'argent et du pain qui étaient arrivés dans leur maison pendant la nuit de la peur. Le supérieur s'est avéré à être ce bienfaiteur inattendu dont le pouvoir n'était pas militaire, mais dont la décision avait déterminé le moral des troupes. Le jeune garçon des tanneurs était assis près du fossé. Il tenait dans ses mains un bâton avec lequel il traçait des lignes. Les gens s'approchaient, lui tapotaient l'épaule et lui disaient qu'il avait aidé. Il était gêné. Il disait que ce n'était rien de spécial, que l'eau coulait naturellement là où c'était plus facile. Mais la ville savait que ce n'était pas l'eau qui était venue d'elle-même aux endroits nécessaires. La ville avait vu un talent caché qui ne dépendait pas du statut social et avait entendu une explication simple qui avait plus de sens que les discours embellis. La mendiante disposa soigneusement ses outils au soleil. Elle choisit parmi eux une clé à moitié cassée et la mit de côté. Les gens lui apportèrent du pain et un tissu pour ses épaules. Elle ne voulut pas entrer dans une maison étrangère. Elle resta près du mur. Elle le comprenait mieux que beaucoup d'autres. On cessa de la craindre. On commença à l'écouter. On l'a appelée la gardienne de la porte ouest. Ainsi, une femme simple est devenue une héroïne, non pas d'un conte de fées, mais d'un événement concret. Son rôle n'était pas très médiatisé, mais sans elle, la ville aurait été blessée. Le chef et le loup restèrent assis dans le cellier sombre jusqu'au soir. Jeanne vint et dit que la ville déciderait elle-même de son sort, sans bourreau venu d'ailleurs. Il pleura et dit qu'il voulait éviter le sang, qu'il voulait prendre une décision rapide, qu'il pensait au pain. Jeanne répondit qu'il y avait différents types de pain, qu'il y avait du pain payé par la liberté. Elle ne cria pas. Elle constata simplement l'ordre des choses. Le conseil a décidé de l'envoyer au monastère pour de longues années de travail et de donner ses biens pour la reconstruction des portes et l'aide aux veuves. Ce n'était ni de la douceur, ni de la cruauté. C'était la justice que les gens pouvaient accepter. Le soir, on a sorti la bannière retirée sur la place. Il n'y a pas eu de mots superflus.
les gens ont chanté un psaume. Le supérieur se tenait à côté, non loin de lui, un homme en manteau gris, qui avait désormais un nom et une place. Le garçon tenait la main de sa mère. La mendiante souriait sans dents, mais avec lumière. Jeanne souleva le tissu et en coupa la couture en forme de crochet. Elle dit que le crochet lui avait été utile au moment voulu, mais qu'elle n'en avait plus besoin. Elle donna le tissu pour faire des bandages. C'est ainsi qu'un signe étranger se transforma en aide. C'est ainsi que la ville transforma le tissu ennemi en tissu pour soigner ses blessures. Après ce jour, un travail difficile commença dans la ville. Il fallait réparer les portes, nettoyer les fossés, frotter la suie. Les gens le faisaient sans qu'on leur donne d'ordre. De nouvelles règles ont été instaurées. On ne stocke pas de combustible près des portes. Les serrures ne sont pas là pour faire joli, mais pour servir. La farine est vérifiée dans l'entrepôt, et non lors des discussions avec les marchands. C'était un simple savoir issu d'un incendie. Jeanne allait d'un chantier à l'autre, regardait comment on installait les nouvelles charnières, comment on tirait les nouvelles poutres. Elle touchait parfois la nouvelle bande de fer et se souvenait comment le bois avait brûlé et comment le tissu avait caché la fumée. Elle levait parfois les yeux vers le mur nord et voyait des taches blanchâtres, et le garçon à côté lui expliquait qu'il fallait la prochaine fois incliner le tuyau d'évacuation de l'eau à l'avance. Il ne dessinait plus de lignes dans le sable, il dessinait sur des planches. Plusieurs semaines passèrent. Un messager arriva avec la nouvelle que le duc avait poursuivi sa route vers l'est. La ville poussa un soupir de soulagement, mais ne se détendit pas pour autant. Les gens laissèrent une partie des tonneaux d'eau près des murs. L'homme au manteau gris partit pour la ville voisine, mais promit de revenir. Il laissa au scribe des lettres décrivant les points faibles des fortifications. Le supérieur se mit à parler plus souvent aux artisans qu'aux riches marchands. Son air sévère n'avait pas changé, mais ses yeux s'étaient adoucis. À midi, la mendiante s'approchait de l'entrée noire de l'église et prenait les restes de pain. Le scribe murmurait que le supérieur avait ordonné de lui donner le meilleur pain. On ne la traitait plus comme un panier vide. Son panier contenait toujours quelque chose, des cordes, des clés, des petits objets utiles. Le nom de Jeanne était prononcé sans cri. Les enfants montraient de la cour et racontaient aux passants où elle se tenait. Les voisins disaient aux visiteurs qu'une femme du coin avait retenu la porte, arraché le drapeau et n'avait pas reculé. Les marchands apportaient des tissus et faisaient des remises sans marchander, car ils savaient qu'ils avaient une cliente grâce à laquelle leur boutique pouvait rester ouverte. Personne n'en faisait une légende miraculeuse. Tout était très simple, la porte, les gonds, la fumée, le tissu, la chaux, les clés, l'eau, les mains. Un jour, des hommes armés, sans étendard, sont venus dans la ville. Ils ont demandé qui était le chef ici. On leur a répondu que c'était le conseil qui décidait. Ils ont demandé à qui ils devaient présenter leur respect. On leur a dit qu'il y avait une femme nommée Jeanne. Ils ont demandé à la voir. Elle s'est écartée, mais une mendiante l'a prise par la manche et l'a fait sortir. Les hommes sans étendard dirent
qu'ils avaient entendu parler de la ville et de ses portes. Ils dirent qu'ils aimeraient engager des habitants pour fortifier d'autres villages. Le jeune garçon des tanneurs sourit et dit qu'il montrerait comment installer des tonneaux. Les hommes se dispersèrent pour vaquer à leurs occupations. Il n'y eut pas de discours retentissants. Tout redevint affaire de routine. À l'automne, les portes étaient devenues plus solides. Les serrures étaient neuves. Les gardes avaient appris à vérifier les marques sur les poteaux. S'ils voyaient une entaille suspecte, ils la coupaient comme une blessure. Les sacs de farine étaient désormais entreposés dans les caves profondes du monastère, dont les murs étaient en pierre. Et pourtant, chaque matin, un homme venait à la porte avec un panier et disait qu'il avait des produits frais. Les gardes lui souriaient, mais le surveillaient d'un œil attentif. Les flammes ne pouvaient plus faire ce qu'elles avaient fait à l'époque. Les gens s'en souvenaient trop bien. À la fin de l'année, le conseil décida d'installer une simple plaque à la porte. On y grava quelques lignes sur cette journée. Il n'y avait pas de mots fleuris. Il était dit qu'en l'an 1472, un jour de pluie d'été, une citadine nommée Jeanne avait retiré l'étendard de l'ennemi et mené les gens à défendre la porte. Il était fait mention d'un garçon de chez les tanneurs qui avait proposé de la chaux et d'une mendiante qui avait fermé la porte ouest. Il y était dit que le prieur avait ouvert le trésor et les greniers à blé. Il y était dit que le chef avec le loup avait livré la ville à l'ennemi et avait été puni selon la loi. Il n'y avait pas un seul mot de trop. Sur ce tableau, les citadins apprenaient à se souvenir de manière concise et claire. Au milieu de tout cela, Jeanne se souvenait parfois de son père et de sa dispute au sujet du fil. Elle comprenait que parfois, un fil fin et fragile rendait le motif plus beau, mais qu'un fil solide et grossier résistait mieux au choc. Elle cousait de simples mitaines sur ce thème et les offrait à ceux qui montaient la garde la nuit à la porte. Elle ne cherchait pas à être honorée. Sa maison était remplie d'activités. Des femmes venaient de la voir et lui posaient des questions sur l'eau, les seaux, la manière de répartir les forces en cas d'alerte. Elle répondait sans emprunter les mots des autres. Elle disait qu'il fallait placer les seaux près des murs à l'avance, ne pas entreposer les tonneaux sous l'auvent près de la porte, mais au milieu de la rue, où le feu avait plus de mal à atteindre. Elle disait que les trousseaux de clés devaient être confiés à ceux qui étaient calmes. Elle regardait la mendiante, qui n'était plus une mendiante, mais la gardienne des clés, et acquiesçait. L'invité au manteau gris revint alors que la neige recouvrait déjà les bords des toits. Il apporta la nouvelle que la maison ennemie maudissait désormais son drapeau, car il avait été arraché sous les yeux de nombreux témoins. Il dit que celui qui avait une cicatrice sur la joue avait désormais une nouvelle balafre sur le visage. Il dit que celui-ci devait se souvenir de la ceinture et de l'école. Il dit qu'il ne ressentait aucune joie à l'idée de la cicatrice d'un autre. Il dit qu'il se réjouissait pour la ville qui ne s'était pas vendue pour la promesse de pain. Il donna à Jeanne une petite planche de bois sur laquelle étaient gravées des lignes étroites. C'était le plan des canalisations. Il dit qu'il fallait avoir un tel plan pour chaque mur.
Le jeune garçon du quartier des tanneurs prit la planchette comme un objet précieux et dit qu'il en ferait des copies. Il parlait avec l'assurance d'un homme dont on attend désormais des actes. À la fin de l'hiver, un petit rassemblement fut organisé sur la place. Ce n'était pas une fête, mais un entraînement. Des seaux, des tonneaux, des cordes, des clés et des listes furent disposés. Les gens se passaient les objets de main en main, s'entraînaient à fermer les portes et à installer des barrières. Le supérieur se tenait à l'écart et souriait discrètement. Jeanne tenait un vieux morceau de tissu qui avait autrefois une couture en forme de crochet, désormais propre et découpé en bandes régulières. Elle distribuait les bandes dans des petits sacs pour les pansements. Son nom sonnait calmement. Les gens le prononçaient sans crier, comme on prononce le nom d'un voisin fiable. La ville avait vécu cette année-là longtemps, clairement et difficilement. L'histoire, qui avait commencé comme un mélodrame sur une femme fatiguée et ses achats, était devenue une histoire sur les élections, qui ouvrirait la porte, qui ouvrirait le trésor, qui prendrait le coup. À la fin, tout était clair. Personne n'était venu sauver la ville par un miracle fortuit. Personne n'était intervenu avec un signe du ciel. Chaque tournant a été préparé par des actions et des signes. Une marque sur un poteau, une bague avec un loup, des lettres dans un sac de sel, une cicatrice sur la main et la joue, des lignes dans le sable, des cordes dans un panier, un coffret chez le supérieur, de la farine dans l'entrepôt près de la porte. Tout cela a formé une chaîne sans maillon vide. La ville appela Jeanne à la porte, une fois de plus au printemps. On lui demanda de poser la main sur la nouvelle traverse. Elle posa sa paume sur le bois lisse et sentit sous ses doigts les traces du ciseau. Elle dit que le bois tient mieux quand on ne le coule pas de résine à l'infini, mais qu'on le lubrifie quand c'est nécessaire. Elle le disait simplement. Elle continua à vivre comme avant. Elle transportait de l'eau, cousait des mitaines, aidait à construire les murs. Son nom était connu. Et si un visiteur demandait qui était Jeanne, on lui répondait que c'était une citadine qui avait sauvé la porte et permis à la ville de retrouver sa dignité. Les gens le disaient brièvement, comme s'il s'agissait d'un travail à faire tous les jours. Et la ville attendait la même chose de chacun. Des actions simples qui maintiennent ensemble la pierre, le bois et l'être humain.